Est-ce que vous vous souvenez du moment où la littérature est vraiment apparue comme le recours? Le recours est le mot juste, parce qu'en fait, j'étais, comme on dit, un enfant caché pendant la guerre. Je suis né avec la guerre, comme on dit joliment dans les anthologies. Et mes parents faisaient de la résistance, et la Gestapo et la de gendarmerie étaient installés au premier étage et au rez-de-chaussée de la maison, ici tout proche du square du Solbosch où je vivais. Et pendant qu'on m'apprenait ma langue maternelle, on m'apprenait à la terre, puisque je ne pouvais pas parler à ces gens-là que je croisais dans l'escalier, au fur et à mesure que je grandissais. Et je crois que quand on empêche un enfant de parler, assez naturellement, il se tourne vers l'écriture. La lecture d'abord, l'écriture ensuite, et alors la littérature est déjà sur ses rails, et elle sera nécessairement toute sa vie un recours. Est-ce qu'il y a moyen, pour l'auteur lui-même, de définir quel serait le fil rouge de l'ensemble de ce qu'il a pu écrire? Je n'ai pas par hasard intitulé mon premier livre l'Inde ou l'Amérique, c'est-à-dire l'histoire d'un petit garçon qui part pour ce qu'il suppose un pays et qui en découvre évidemment un autre. Alors, on a toujours un fil rouge, mais entre-temps, il change de couleur. Et c'est pour un mieux. Il faut se tromper. Celui qui ne se trahit pas un peu, à mon avis, ne découvre rien. Cette notion de trahison. Il y a des bonnes trahisons. Oui, il y a de bonnes trahisons. Il y a des trahisons indispensables. Celui qui ne se trompe pas de route ne fait que répéter, ne fait que réitérer, ressasser, et donc est voué à l'échec inéluctable. Est-ce que c'est comme ça qu'un livre en engendre un autre? C'est oui. Pour un peu corriger le tir? Parce que non seulement je fais des livres qu'il y a forcément moyen de lire séparément, mais ils forment un tout, c'est toute une famille. Et en même temps, je ne fais jamais deux fois le même, et l'écriture n'est pas deux fois identique. Chaque livre a son art poétique, alors? Oui, comme il crée sa propre famille de lecteurs, j'ai pu l'observer. Il y a un monde entre l'Inde ou l'Amérique et perdre, il y a un monde entre perdre et les éblouissements. Il y a même un monde entre la fête des anciens et une paix royale, par exemple, qui traite pourtant des mêmes problèmes. Mais c'est beaucoup plus qu'une variation, c'est vraiment un chambardement, et c'est tout à fait autre chose qui commence. C'est une autre aventure qui se déroule. Et c'est quoi le rapport à ces mondes? Si on considère que chaque famille d'un livre est un monde, est-ce que ce monde, on le découvre quand le livre est fait? Oui. Ou en cours d'écriture? Non, non, on ne peut pas présumer. On ne peut pas présumer la rencontre. Seul l'inattendu arrive, comme disait l'autre, et je m'en réjouis personnellement. On ne peut rien programmer. On programme pour se donner une espèce d'assurance. Mais je fais toujours des plans, par exemple extrêmement minutieux. Et dès les premiers mots, je le trahis déjà. Je lui fais dire le contraire de ce qu'il prévoyait de dire. Et je fais fort. En fait, j'écris mes livres pour savoir ce qu'il y aura dedans. Je crois connaître la fin. Généralement, je la connais. Je connais le début et la fin. Et entre les deux, je dois jeter un pont, et le livre, c'est le pont. Et ce pont, je n'en connais pas du tout la table au départ. Et il n'y a jamais personne penché par-dessus l'épaule, fût-ce le diable? Oui, c'est bien vu, ça. Mais le diable lui-même change de nature. Le diable n'est pas toujours le même. Chaque livre a son diable et secrète son propre diable. Pour qui écrit-on, en fait? On écrit pour le lecteur le plus intelligent qu'on connaisse. C'est une chose qui a été dite, et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Il faut écrire pour celui-là. Et ce lecteur-là, on écrit, en fait, je crois que c'est Perros qui disait ça. Ce sont les livres que j'aimerais lire qu'il me faut écrire. Voilà. Il ne les trouve pas dans une bibliothèque. Il dit, tiens, il y a un trou là dans la bibliothèque, eh bien, je vais y mettre mes livres. Ça a l'air très présomptueux, et ça ne l'est pas du tout, c'est très modeste. Parce que ça ne veut pas dire que ce sont nécessairement de grands livres, mais ce sont des livres tout simplement indispensables à celui qui les écrit. Cette détermination de la lacune, c'est-à-dire du trou dans la bibliothèque à combler. Oui. Dans quel cas est-ce que ça a été particulièrement évident? Est-ce qu'il y a un souvenir? Les bons offices. Ah oui. Oui, parce que j'étais embarqué quand même depuis des années, depuis ma folle jeunesse, dans une aventure d'une saga familiale, parce qu'au fond, tout ce qui se trouve dans l'Inde ou l'Amérique, le niveau de la mer et la fête des anciens, était regroupé à l'origine dans un seul livre qui s'appelait Paysages avec la chute d'Icare.
en hommage à Bruegel, puisqu'on sait que ce tableau ne s'appelle pas, comme on dit, la chute d'Icare, mais paysage avec la chute d'Icare, ce qui est tout à fait autre chose, c'est ce que d'ailleurs la toile montre. C'est-à-dire cette cheville, ce petit pied là au milieu de l'onde, avec un laboureur distrait, un pêcheur, un berger qui n'en ont rien à battre et qui ont leur attention captée soit par la terre, soit par les étoiles, mais en tout cas ne regardent pas cet homme se noyer. Et j'étais parti comme ça pour une espèce d'entreprise autobiographique dont je pensais qu'elle pourrait très bien n'avoir aucune fin, et que j'allais comme ça reproduire et mener à bien. Et puis je suis, comme quelqu'un l'a dit, quelqu'un pour qui le monde existe, le monde extérieur existe, et ça a été la guerre des 6 jours. Et en même temps que je me découvrais juif, j'ai découvert le problème palestinien. Je suis allé me balader pour 3 semaines et je suis resté 6 mois au Proche-Orient à l'automne 1967. Et j'ai écrit mon premier livre à tonalité politique. Je dis bien à tonalité politique et pas engagée. Moi, je ne partage pas du tout l'école de l'engagement avec impératif catégorique, avec mission à remplir, avec message à distribuer, tout ça. Je trouve ça extrêmement dangereux et pernicieux. J'aime pas les gens qui utilisent leurs livres comme des gonfalons qu'on brandit comme ça, ou qui prennent des trompettes thébaines pour tonitruer leur petit message, pas du tout. Pour asséner en quelque sorte des vérités dont la littérature n'a que faire. De toute façon, engagés, on l'est. C'est souvent ceux qui le savent le moins qui le sont le plus. Je crois que l'auteur de l'Éducation sentimentale était bien plus engagé que l'homme qui a sans cesse instruit son procès, c'est-à-dire Sartre. Je trouve beaucoup plus d'engagement dans Madame Bovary que dans Le Sursis. J'accepterai La Nausée, qui est quand même un livre phénoménal, et le début du nouveau roman, mais voilà. Mais toute cette série de livres un peu comme ça, laborieusement programmatiques et édifiants d'une certaine manière, tout ça a terriblement vieilli d'ailleurs. Alors Les Bons Offices, c'est un livre qui appartient, je crois pour moi, à cette famille européenne de bouquins écrits par Pasolini, par Johnson, par certains latino-américains, Cortázar par exemple, qui sont souvent des Européens transvasés. Voilà, exactement. Ou par Sciascia, ou enfin toute cette espèce de grande famille de gens qui justement ne sont pas dogmatiques, qui sont de vrais poètes, mais qui trimballent avec eux les vérités de l'actualité, qui sont aussi universelles et intemporelles. Cette hantise de ce titre « Paysage avec la chute d'Icare », on pourrait le détailler et dire que toute l'œuvre maintenant est un paysage. Que c'est plein de chutes, on tombe beaucoup dans mes livres. Il y a pas mal de chutes, oui. Mais c'est toujours il y a toujours des relevailles, il y a toujours, on tombe comme pour mieux se redresser, comme pour mieux repartir. On ne tombe jamais définitivement, on meurt très peu dans mes bouquins, où il y a toujours une ambiguïté. Les Bons Offices se terminent par une phrase inachevée, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ouvre des guillemets, je ne les referme jamais, et ça finit par « c'est une question de vie ». Et donc le lecteur présume que je vais achever ou de mort. Mais justement, ou de mort ne figure pas, et les guillemets finaux non plus. Donc quand on dit au niveau de la mer, voilà. La mort n'est jamais que quelque part un écho, mais non dit. Elle est sans cesse là, mais d'une certaine manière un peu domptée, apprivoisée, familière, pas moins terrifiante pour autant. Et là, il y a cette confiance absolue dans le roman, cette fidélité, avec très très peu d'écart par rapport au roman, qui est alors peut-être le seul engagement permanent. Je suis un militant du roman, je suis un militant de l'art romanesque, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a de vérité littéraire que passant par l'imaginaire, c'est-à-dire en passant de l'autre côté du miroir. Et donc même lorsque je m'empare de personnages ayant réellement existé, ou diablement existé, c'est quand même pour leur faire dire ce qu'aucun biographe n'aura dit à leur sujet, et ce qu'eux-mêmes n'auraient pas pu dire s'ils étaient autobiographes. C'est la vérité réinventée de ces gens-là. Quelques-uns s'en portent bien, d'autres trouvent qu'ils ont été maltraités. C'est leur droit le plus strict, mais de toute façon, moi, je n'avais pas le choix. C'est comme ça que je les vois, ça procède d'une vision. Et je crois qu'il n'y a de vérité durable que romanesque. Je crois qu'aujourd'hui, nous voyons le désastre de Napoléon en Russie à travers les yeux de Tolstoï et pas du tout à travers les historiens qui lui étaient contemporains. Alors que, paraît-il, ça fourmille d'erreurs historiques, ça fourmille de balourdises, de révisionnisme, dirait-on. Mais il n'y a rien à faire. Cette épopée est si magnifiquement racontée
Elle est tellement plausible, je crois d'ailleurs qu'elle reste plausible après examen, que c'est à cela que désormais nous irons nous référer lorsque nous voudrons savoir les états d'âme de l'empereur au pied de Moscou en flammes. Chaque fois que j'ai accompli une mission d'observateur humanitaire, par exemple, dans le monde, que ce soit au Chili, que ce soit en Palestine, que ce soit en Tchécoslovaquie, que ce soit en Iran, que ce soit la Grèce des colonels, etc., dans un premier temps, j'écrivais un rapport technique très sec, qui n'avait pour ambition que de convaincre mes interlocuteurs de la Croix-Rouge, des Nations Unies et d'Amnesty International. Et dans un deuxième temps, je revenais avec un roman sur mes pas, comme pour dire enfin la vérité. C'est par la fiction que j'accédais enfin à la vérité. Tandis que la première approche purement technique n'était pas fallacieuse, mais elle était forcément très incomplète, très fragmentaire, très floue. Parce que trop surveillée, peut-être. Un peu approximative, puisque le sentiment était totalement absent. Et il est inconcevable de parler d'un génocide ou de torture ou de condamnation à mort sans le dire par la littérature. Les plus beaux messages contre la peine de mort sont écrits par les écrivains. Et ce sont les plus convaincants. Ce sont aussi les plus démonstratifs. Il y a ce paradoxe d'être un écrivain qui a brassé le monde, peut-être plus que quiconque en Belgique, et en même temps d'être associé à la Belgique, d'avoir la belgitude qui colle à la peau. Comment est-ce qu'on peut vivre cette appartenance à l'international et puis ce rappel sans cesse du petit arpent des origines? Ceci explique cela, c'est-à-dire que tout qui voyage connaît ce plaisir délicieux de rentrer au pays. Il y a toujours un moment, je ne sais pas si le mot nostalgie conviendrait, parce que je peux être très mélancolique, mais je suis rarement nostalgique. Ou je suis nostalgique du futur. Moi, je réserve ma nostalgie pour l'avenir, plus que pour le passé. Mais je sais qu'il y a toujours un moment où, quand on va voir ailleurs si on y est, comme on dit, il y a toujours un moment où quelque chose qui ne vous était pas encore évident de votre pays vous rejoint, et où il est temps donc de le retrouver. Je sais que ma décision d'évoquer longuement la catastrophe de Marcinelle dans Les Bons Offices, ou même l'incendie de l'innovation, ne m'est venue qu'en Palestine. Parce que je cherchais quelque part des catastrophes, non pas équivalentes, ou ni même ressemblantes à celles que je côtoyais au Proche-Orient, mais il aurait été malhonnête à mes yeux de ne parler que de choses exotiques. Et je découvrais qu'au fond, le pays le plus exotique que j'avais jamais vu dans ma vie, c'était le mien. Je suis un nomade casanier, parce que j'adore rester sur place, j'adore l'immobilité, j'adore l'attente. Je suis toujours étonné des gens qui s'impatientent quand ils doivent attendre. Un écrivain doit pouvoir attendre, comme un pêcheur. Il doit avoir la patience du pêcheur. Et c'est au moment justement où il commence à désespérer que, hop, il ramène un beau poisson. S'il fallait citer un texte, disons, matriciel par excellence, ce ne serait pas cette métamorphose? Vous voulez dire le livre de quelqu'un d'autre? Oui. Oui, je crois que j'ai été fécondé par deux livres à 5 années de distance, c'est-à-dire quand ça compte vraiment, quand on est tout jeune. Quand j'avais 15 ans, c'était la métamorphose de Kafka qui m'a vraiment métamorphosé en une nuit, c'est-à-dire que j'ai compris. Jusque-là, je disais quoi? Je disais tout ce qu'on lit à 15 ans, quand en tout cas on se destine à la littérature. Je lisais Köstler, je lisais Camus, Malraux, Sartre, Saint-Exupéry, tout ça. Et puis, parfois je trouvais ça très bien. L'étranger, j'ai beaucoup aimé, comme tout le monde, la condition humaine, la nausée, très bien. Et puis je tombe sur la métamorphose et je tombe sur un livre qui n'a rien à voir avec cela, mais rien du tout, qui n'est comme pas du même siècle, et qui prouve qu'on peut dire avec la littérature des choses dont je ne me doutais pas, dont je ne soupçonnais même pas qu'il serait possible de les traduire là. Et c'était une leçon que je retiendrai toute ma vie, parce que, non pas que je pourrais imiter ça, mais je me disais, si un homme a été capable d'écrire un pareil livre, c'est que la littérature peut tout. Et particulièrement ce qu'on dit qu'elle ne traduit jamais ou qu'elle ne pourrait pas le faire. Hein, la fameuse parole de Wittgenstein, ce qu'on ne peut pas dire, on ne le dit pas, etc. Mais non, tout. Je viens de faire un petit livre sur Auschwitz, et écrire après Auschwitz, en prenant le fameux propos d'Adorno, après Auschwitz, toute poésie est inconcevable, pas du tout. Elle est plus que jamais concevable, sauf qu'on ne peut plus dire les mêmes choses. La culture a changé de nature et de sens, c'est tout. Mais on peut tout dire, il n'y a rien d'indicible. J'ai horreur des gens qui brandissent l'indicible.
Ben, si c'est indicible pour eux, ben, qu'ils se taisent, hein, c'est tout. Et le deuxième choc, on ne peut pas laisser ce silence maintenant. C'est Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, qui me paraît le plus grand roman. C'est un roman que moi m'a plus marqué que Ulysse, ou peut-être même que L'homme sans qualité, ou La recherche du temps perdu, qui sont évidemment les autres sommets, presque insurpassables et incontournables de ce siècle. Mais pourquoi Au-dessous du volcan? C'est parce que, sous une forme au fond assez ramassée, il n'y a pas une phrase qui ne soit de nature poétique. C'est-à-dire que Lowry prouve qu'on peut, par la prose, arriver absolument aux mêmes destinations que les meilleurs poètes. Si un roman n'est pas musical, il n'existe pas. Quand je lis un roman soi-disant porté par un sujet très fort, et que ça ne sonne pas, ça me tombe absolument des mains. Quel que soit le calibre de l'écrivain, son importance, sa générosité, sa force, s'il n'est pas un musicien, il n'est pas pour moi. Donc on pourrait dire que La Passion de Gilles n'est pas le seul opéra, que tous les romans, que La Passion de Gilles n'est pas le seul opéra. Non, beaucoup de mes livres sont des opéras enfouis. Ce sont des livrets. Ils sont construits comme des opéras. Pérasma est absolument écrit comme un opéra, avec des arias, des duos, des trios, des chœurs. C'est absolument délibéré et en même temps ça s'est fait presque malgré moi et ça m'a débordé et je me suis rendu compte à la fin que j'avais écrit un opéra. Et dans la fréquentation, avouez de la musique aussi. Oui, c'est l'art qui m'est le plus indispensable pour vivre. Je peux très bien passer un temps indéfini sans lire une ligne. En prison, je pourrais être privé de livres, ce serait atroce, mais je pourrais. Être privé de musique, ça me tuerait. Parce que les livres, je peux toujours les écrire en prison. Enfin, si j'ai du papier, un crayon, ou même les murs, quelquefois suffirait. Mais la musique, non. Sans musique, je pourrais dépérir comme d'autres par manque d'eau ou manque de pain. Je ne passe pas une journée sans entendre de musique. Chaque fois que je me rendais dans une dictature où la première chose sur laquelle je m'informais, c'était la musique du pays. Bon, j'en apprenais déjà beaucoup plus sur les gens, sur les victimes et sur les coupables. Parce que les victimes, généralement, sont musiciennes. Il n'y a qu'à aller en Grèce ou au Chili pour s'en rendre compte. On n'a pas pour rien au Chili coupé la main d'un guitariste. C'est un acte puissamment politique. C'est une magnifique définition de l'âge totalitaire. Qu'est-ce que c'est qu'un régime totalitaire? C'est un régime qui coupe les mains des guitaristes. C'est pas seulement celui qui envoie des gens à la chambre à gaz. La musique avant toute chose, alors? Oui. Ou avec toute chose. Je dirais plutôt avec. À l'accompagnement.